présente plus Angela Merkel. À présent qu'elle est à la retraite, l'Europe a perdu son capitaine. Alors quel avenir pour l'Europe? Déjà pour beaucoup d'entre nous, moi inclus, aucun souvenir de ce qu'était l'Europe avant Merkel. Son mandat a duré très longtemps, 16 ans, et ce dans un régime démocratique. En tant que chancelière, Merkel a connu 4 présidents américains différents. Seul le mandat de Helmut Kohl a duré aussi longtemps que le sien. Mais Angela Merkel quitte ses fonctions avec un très fort taux de popularité. 76% des Allemands lui font toujours confiance. Elle rayonne aussi à l'étranger. Les enquêtes d'opinion la situent en tête des classements des leaders les plus cotés. Angela Merkel aura marqué le paysage politique européen et du fait de leur personnalité et leur orientation économique, une comparaison avec Margaret Thatcher est inévitable. Elles ont été toutes deux les premières dirigeantes de leurs pays respectifs, toutes deux de centre droit. Toutes deux ont remporté plusieurs élections successives et ont imposé leur style de gouvernance. Mais Thatcher a toujours été plus polarisante, alors que Merkel, on la surnomme Mutti. Les sociodémocrates battent de justesse l'alliance d'Angela Merkel lors d'élections historiques allemandes. Lorsque Margaret Thatcher a quitté le pouvoir, le peuple britannique a élu un candidat de son propre parti, le conservateur John Major. Le successeur de Merkel, lui, n'a pas réussi à remporter la victoire aux urnes. Ce n'est pas un vote sanction. Il semblerait juste que les Allemands en aient assez de la démocratie chrétienne. Aujourd'hui, on va passer en revue les événements qui se sont déroulés sous le mandat de Merkel. Ses ratés, ses succès, son héritage. D'abord, un petit retour sur le passé. Pas touche tant que ça marche. Pour comprendre l'héritage politique de Merkel, nous devons comprendre l'état du pays que lui a laissé son prédécesseur, le social-démocrate Gerhard Schröder. Schröder, ancien chancelier d'Allemagne, préside aujourd'hui le conseil d'administration de la compagnie gazière russe Rosneft, après un passage à Gazprom. Mais même s'il est considéré par beaucoup comme une marionnette de Poutine, il fut un chancelier convenable. Rendons à César ce qui lui appartient. L'une de ses principales réalisations, l'agenda 2010, une macro-réforme du travail conçue pour sortir l'Allemagne de la crise dans laquelle elle se trouvait alors. Au début du XXIe siècle, l'économie allemande était à la traîne. Le chômage était à plus de 8%. La réforme du travail de Schröder impliquait d'importantes privatisations et l'assouplissement du code du travail. Le contexte social était tendu, notamment la relation entre l'exécutif et les syndicats. L'opposition aux réformes de Schröder était si féroce qu'en 2005, son gouvernement perd une motion de censure au profit d'Angela Merkel, qui remporte les élections anticipées. Merkel devient la première femme chancelière d'Allemagne. Alors comment s'est traduite l'arrivée de Merkel au pouvoir? Elle a surtout bénéficié des retombées des réformes qui ont causé la perte du précédent gouvernement. La première année qui suit l'adoption de l'agenda 2010, le chômage est à son point culminant. Mais ces réformes ont besoin de temps pour agir. À partir de 2005, le chômage commence à baisser. Merkel a récolté les gains de cette réforme. L'économie allemande est l'une des plus diversifiées au monde. L'Allemagne compte des milliers d'entreprises de taille moyenne, leaders sur leur marché de niche, à contrario de la France, qui rayonne surtout par ses grands groupes industriels. Par exemple, qui fabrique vos semelles de chaussures? Ce sont très probablement des semelles en caoutchouc de la société Desma. Pratiquement personne ne la connaît, mais il s'agit bien du leader mondial de la semelle en caoutchouc. L'économie allemande regorge d'exemples comme celui-ci. Le poids du tissu industriel allemand, combiné aux réformes du travail initiées par Schröder, ont permis à l'Allemagne de survivre à la crise financière de 2008. Et devinez qui gouvernait l'Allemagne à l'époque? Je vous le donne dans le mille, Angela Merkel. Alors, il ne s'agit pas de lui enlever son mérite. On ne parle pas que d'économie. Un des grands paris de Merkel, c'était sa politique énergétique. Depuis les années 80, l'Allemagne est très frileuse au sujet du nucléaire. Déjà alors, le chancelier Gerhard Schröder voulait lui-même fermer toutes les centrales nucléaires du pays. Merkel, issue de la droite, n'était pas du tout, mais alors du tout d'accord avec cette orientation. Voilà ce qu'elle en pense en 2009. Merkel sur la défensive face à l'énergie nucléaire. Angela Merkel, la chancelière allemande, fait campagne pour annuler la décision de sortir progressivement de l'énergie nucléaire d'ici 2021 si sa coalition de centre-droit prend le pouvoir. C'est ce qu'elle préconisait en 2009. 2 ans plus tard, l'accident de Fukushima. Alors quel lien entre le Japon et l'Allemagne? Si on rentre dans les détails, il n'y a pas grand chose en commun. Mais à la suite de cet incident, être pro-nucléaire en 2011 en Allemagne, c'était pas ouf pour ta cote de popularité. Des centaines de milliers de personnes protestent contre l'énergie nucléaire à travers l'Allemagne. Et c'est comme ça que Merkel est passée du camp des pro-nucléaires à l'annonce de la fermeture dès que possible de la totalité de ses réacteurs. Depuis, l'Allemagne a quasiment mis fin à son programme d'énergie nucléaire. À ce jour, il ne reste que 6 réacteurs en état de marche. Certes,
Sa popularité en a bénéficié. Mais en abandonnant le nucléaire, l'Allemagne a dû augmenter nettement sa consommation de charbon et surtout, l'Allemagne a dû recourir au gaz naturel russe. D'une manière générale, la politique énergétique de l'Allemagne est assez démagogue. Alors c'est vrai, Merkel est réfléchie, sincère et n'a jamais prononcé de discours grandiloquent. Mais dans bien des cas, elle s'est davantage laissée guider par les sondages d'opinion que par les données scientifiques. Ce sera au successeur de Merkel de porter le poids des conséquences de sa politique énergétique. Les ménages allemands font face à une augmentation de 11,5% de leur facture de gaz. Concentrons-nous maintenant sur un autre aspect fondamental du mandat de Merkel, son rôle à l'international. L'art de faire des accords. Pour bien comprendre Merkel, il faut parler du capital politique. C'est la crédibilité d'un leader devant ses électeurs ou devant d'autres dirigeants. Cette crédibilité permet la prise de décisions plus ou moins risquées ou de persuader d'autres dirigeants politiques de parvenir à des accords. Par exemple, en 2011, on a le cas de la crise de la dette européenne. L'Allemagne s'en sort plutôt bien avec 2,4% de taux de chômage contre 26% en Espagne. À cette époque, on appelait les pays du sud de l'Europe les PIGS. Cet acronyme valait pour le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Ces pays avaient besoin de liquidités qu'ils pouvaient obtenir en empruntant. Mais les marchés spécialisés pratiquaient alors des taux d'intérêt très élevés car les investisseurs n'étaient pas certains de recouvrer leurs dettes. La seule alternative demandait l'aide de l'Union européenne. Et quelle était la plus grande économie d'Europe à l'époque? L'Allemagne. Et la chancelière? Ouais. Rassemblement de manifestants alors que Merkel exprime son soutien à la Grèce frappée par l'austérité. Voilà comment est propulsée sur le devant de la scène l'austérité. Merkel était d'accord pour prêter de l'argent aux pays du sud de l'Europe à des faibles taux d'intérêt, mais elle a exigé que ces mêmes pays s'engagent à rembourser ses dettes. Et pour ce faire, ils devaient démontrer qu'ils étaient capables de réduire les coûts opérationnels. Alors forcément, ces mesures n'ont pas fait beaucoup d'heureux. Aucun politicien ne souhaite procéder au licenciement de fonctionnaires. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, nous tous Européens avons conspué Angela Merkel, cette Allemande rigide, sans cœur et sans pitié pour les économies européennes en difficulté. Alors les PIGS ont bien été obligés d'accepter ce nouvel état de fait. Sur le papier, la réalité est un peu plus ambiguë. Madrid 2020 présente sa candidature olympique en Suisse. Alors que l'Espagne promettait de ne plus gaspiller d'argent, Madrid a présenté sa candidature pour accueillir les Jeux Olympiques en 2020. Chacun le sait, les JO sont tout sauf bon marché. Et en passant, ces Jeux ont presque ruiné le Japon à cause de la pandémie. L'Espagne a évité une catastrophe. Alors, est-ce que la mise en place des mesures d'austérité a été scrupuleusement respectée? Oui et non. Le Portugal s'est effectivement plié aux règles. La Grèce a procédé à quelques coupes budgétaires, mais ni l'Espagne ni l'Italie n'ont adopté le régime d'austérité. Résultat, les pays riches de la zone euro ont réalisé un transfert de capitaux presque sans condition. Alors Merkel a-t-elle fait une bonne affaire ou aurait-elle pu œuvrer davantage à partir de son capital politique? On vous laisse en tirer vos propres conclusions. En tout cas, la crise de la zone euro n'a pas été la seule crise majeure à laquelle Merkel a dû faire face. Le nombre de demandeurs d'asile en Europe atteint un record de 1,3 million en 2015. La guerre en Syrie a provoqué l'exode de millions de réfugiés vers l'Europe, menant ainsi à l'un des débats les plus intenses auxquels l'Union européenne a dû faire face. Est-il possible d'accueillir autant de personnes originaires de cultures très différentes et sans travail? Merkel a envoyé un message très clair à son électorat et à la communauté internationale. Angela Merkel est le pari de l'ouverture aux réfugiés. Merkel a non seulement dû affronter les pays les plus réticents de l'Union européenne à l'accueil des réfugiés, mais aussi au sein de son pays. Elle a même été critiquée par des membres de son propre parti. Alors on parle de réfugiés qui ont besoin d'être nourris et logés dans des conditions dignes et à qui l'on doit pouvoir être en mesure d'enseigner la langue du pays pour favoriser leur intégration. Et on ne vous parle plus de quelques dizaines de milliers de réfugiés. En 2015, l'Allemagne a accueilli plus d'1 million de réfugiés et plusieurs centaines de milliers depuis, contre 150 000 en France. Ici à Diplometrix, par nos valeurs et nos convictions, nous sommes en faveur de l'immigration et de l'accueil de réfugiés. Mais cette crise est peinte en de nombreuses nuances et l'on peut comprendre d'un point de vue strictement rationnel que beaucoup d'Européens s'y opposent. Le positionnement de Merkel sur cette question migratoire a représenté une occasion en or pour la frange allemande la plus nationaliste d'entrer au Parlement. Depuis lors, l'AfD ou Alternative für Deutschland est devenu l'un des partis politiques les plus importants du pays. Il faut reconnaître à Merkel un certain courage pour défendre cette position et montrer l'exemple à de nombreux autres pays européens. Pourquoi Merkel n'est pas Thatcher?
La gestion de la crise du coronavirus a été l'un des points culminants du mandat de Merkel. Alors d'un point de vue statistique, l'Allemagne s'en sort dans la moyenne, loin derrière la Corée du Sud ou Taïwan. Ce qui a marqué, c'est la transparence dont Merkel a fait preuve concernant la stratégie allemande de contention du virus. Et lorsque les nouvelles n'étaient pas bonnes, elle n'a pas tourné autour du pot. Sa personnalité discrète et son style de leadership sont enviables en de nombreux points et cela ne ferait pas de mal à quelques-uns de nos dirigeants de s'en inspirer. Mais alors, au vu de tous ces éléments, quel était le projet politique de Merkel? Là, la comparaison devient inévitable. Souvent inopportunes, elles sont parfois nécessaires. Et dans ce cas précis, Merkel peut se mesurer à Margaret Thatcher. La première grande différence, c'est que Margaret Thatcher n'a jamais eu à composer avec une coalition. Au cours des 11 années de son administration, Thatcher a eu les mains libres d'un point de vue décisionnel. Merkel, en revanche, n'a jamais gouverné seule. Elle a dû s'allier à 2 reprises aux sociaux-démocrates, ce qui implique de très nombreuses concessions. Quant à sa ligne politique, nous pouvons reprocher beaucoup de choses à Thatcher et son héritage, mais au moins, nous savions à quelle sauce nous allions être mangés. Dans le cas de Merkel, son projet politique était pour le moins inconstant. Par exemple, en 2015, Merkel s'exprimait ainsi à propos des réfugiés. Si l'Europe échoue sur la question des réfugiés, alors ce ne sera pas l'Europe que nous souhaitions. Angela Merkel, 31 août 2015. Mais quelques années auparavant, elle disait également ceci. Angela Merkel, le multiculturalisme allemand a complètement échoué. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais s'agit-il ici d'un changement d'opinion sincère ou y a-t-il une arrière-pensée électorale? Pareil avec sa politique énergétique. Lorsque Merkel s'est présentée en 2005 à sa première élection, son parti était en faveur du nucléaire. Ce n'est qu'après quelques manifestations et sondages défavorables que Merkel annonce la fermeture de tous les réacteurs du jour au lendemain. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Sans l'énergie nucléaire, l'Allemagne doit compter encore plus sur le gaz naturel. Et presque tout ce gaz naturel provient de Russie. Tout à l'heure, on vous parlait de Gerhard Schröder. Les chemins de ces 2 personnalités politiques se sont croisés à plusieurs reprises. En 2021, les intérêts de Schröder coïncident à nouveau avec ceux de Merkel. Lui qui dirigeait il y a 10 ans le consortium bâtissant Nord Stream 1 en partenariat avec Gazprom, préside aujourd'hui le comité de direction de Rosneft en charge de Nord Stream 2. Gazprom annonce que son gazoduc Nord Stream 2 vers l'Allemagne est terminé. Les Ukrainiens ne sont pas des grands fans de Merkel. Nord Stream 2 a rendu l'Allemagne et toute l'Europe encore plus dépendantes du gaz russe. Et tout cela à partir d'une politique énergétique irrationnelle mais populaire. On ne peut pas nier que le charisme et la résilience de Merkel ont été des atouts incontestables, mais son projet politique a manqué de clarté. Un dernier élément qui mérite d'être ajouté au palmarès d'Angela, c'est son alliance avec la France pour la mutualisation de la dette, c'est-à-dire un plan de relance de 723 milliards d'euros pour que l'Europe puisse faire face aux conséquences économiques du coronavirus. Ça représente un réel pas en avant dans la construction européenne et il y a de quoi s'en réjouir. À vous maintenant de me dire, quel est votre ressenti sur sa politique étrangère et migratoire? Est-ce que vous partagez sa vision sur le nucléaire? Faites-moi savoir dans les commentaires, ça me ferait réellement plaisir de vous lire. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Auf Wiedersehen.